qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je suis Claude Andrea Bonny et je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. À notre émission, nous recevons régulièrement des représentants de Meet the Keeper et eux, leur but est de sauver des animaux délaissés par leurs propriétaires en leur offrant des soins et un environnement sécuritaire. Si vous aimez les animaux et que vous désirez offrir un soutien financier à cet organisme-là, Meet the Keeper, je vous invite à les encourager en faisant un don. Toutes les contributions sont importantes et sont les bienvenues. Donc, pour en savoir davantage, vous pouvez visiter le www.meetthekeeper.com ou même visiter leur page Facebook et puis voir un peu, qu'est-ce qu'ils font avec nos animaux, les animaux qu'ils récupèrent. Et si, comme je le disais, si vous êtes des gagas des animaux, vous n'avez pas besoin d'apporter grand-chose, mais votre soutien, quel qu'il soit, est vraiment apprécié de leur côté là-bas. Il y a la journée porte ouverte au niveau au Collège La Cité qui s'en vient. Donc, ça commence demain, donc vendredi 2 et le samedi 3 novembre de 10h à 16h. Vous aurez l'occasion, que vous soyez nouveau étudiant ou même futur étudiant de la Cité, si vous hésitez encore à choisir un programme, vous êtes invité à vous présenter à la journée, aux 2 journées portes ouvertes qui se feront le vendredi 2 novembre et le samedi 3 novembre de 10h à 16h. Vous aurez l'occasion de rencontrer des professeurs, vous aurez l'occasion de rencontrer des étudiants qui sont déjà inscrits à la Cité, qui vous feront part de leur parcours et puis peut-être vous inciteront à choisir un programme qui vous sied. Il y a aussi une journée porte ouverte qui se passe dans un autre collège d'Ottawa, mais ça sera plutôt du côté de l'Université Saint-Paul. Mais eux, de leur côté, l'Université Saint-Paul offre une seule journée, donc le samedi 3 novembre, de 10h à 14h. Ils vous offrent aussi de découvrir leur nouveau baccalauréat en innovation sociale. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, les sciences sociales, les sciences humaines, vous pouvez vous présenter le samedi 3 novembre de 10h à 14h pour rencontrer des représentants de l'Université Saint-Paul et discuter avec eux de la possibilité de faire un bac en 2 ans. On en a parlé ici avec eux et donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez directement aller sur le universitésaintpaul.ca pour prendre des renseignements et puis savoir comment vous rendre là-bas ou peut-être participer à cet événement-là. Aujourd'hui, jeudi 1er novembre, commence le Festival Cinémania de Montréal. Donc, du 1er au 11 novembre, il y a le Festival Cinémania de Montréal qui commence, qui aura cours du 1er au 11 novembre. C'est un festival qui présente des films en français de toutes sortes d'origines françaises, africaines, européennes, en tout cas, qui viennent de partout, mais qui sont sous-titrés aussi en anglais. Et vous pouvez aller visiter la page déjà, le www.festivalcinemania.com, parce que les images qu'on nous montre du festival sont vraiment très attrayantes. Donc, si vous êtes des gagas de cinéma, vous pouvez vous rendre à ce festival-là. Vous aurez l'occasion de rencontrer des réalisateurs, des acteurs, des films que vous aurez vus, et puis peut-être vous faire des contacts si vous aimez le monde du cinéma. Donc, vous êtes invité à visiter le site web et puis à participer à cet événement-là. On est en plein dans la semaine du souvenir. Vous voyez mon pin rouge ici. Et le musée de l'aviation vous offre une activité pour la semaine du souvenir. Je pense qu'il y a toute une programmation qui est faite pour ça. Donc, si vous voulez repasser au travers de l'histoire, vous pouvez aller visiter le www.ingeniumcanada.org pour prendre les renseignements sur ce qui se passe au musée de l'aviation concernant la semaine du souvenir. Je vous parle maintenant du lancement du livre de Monsieur Maurice Henry. Je vous en parlais hier même à l'émission. Le livre s'intitule « Donc je suis ». C'est 25 essais philosophiques qui entremêlent contemplation, opinion et souvenir. Je vous dis déjà, si vous avez le livre en main, vous n'allez pas vous décrocher parce que c'est vraiment en rapport avec la vie qu'on vit là, de tous les jours. Et il est vraiment bon, le monsieur. Moi, en tout cas, je peux le dire parce que j'ai lu le livre. Donc, si vous êtes intéressé, vous êtes aussi des gagas de lecture, vous êtes invité à vous présenter le jeudi 8 novembre
novembre, donc dans une semaine, de 17h à 19h à la Librairie du Soleil dans le marché Bail. Donc voilà, vous pouvez vous présenter là-bas pour le lancement du livre, pour aller encourager l'auteur et puis regarder un peu qu'est-ce qu'il a fait avec cette œuvre-là. Je vais vous parler maintenant d'une programmation qui s'en vient au théâtre La Veille 17. Moi, j'ai ma brochure ici, mais peut-être que vous ne l'aurez pas ou peut-être que vous l'avez déjà. Mais je vous invite à visiter le www.veille17.ca pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils ont prévu pour la saison 2018-2019. Il y a plein de spectacles très intéressants pour vos tout-petits qui vous donneront même le goût, même vous-même d'y aller parce que c'est vraiment très intéressant. J'en ai parlé avec la directrice artistique qui m'a donné le goût d'aller voir ces pièces de théâtre-là. Donc, visitez le www.veille17.ca pour pouvoir avoir toutes les informations, le début des programmations et puis savoir comment vous procurer les tickets et participer à cet événement-là. Il y a aussi l'exposition de notre artiste de la boutique Keoa, Nathalie Coutou. Je vous montre la brochure ici. Elle vous présente une exposition intitulée Peau. C'est vraiment très profond comme exposition. C'est en rapport avec une connexion de deux mondes différents. Super intéressant. Vous voulez avoir des informations sur ça et peut-être participer à cette exposition-là. Vous pouvez aller sur le Facebook de Nathalie Coutou, donc Boutique Kewa. Vous allez là-bas et puis vous prenez les informations pour participer à ça. C'est le moment de la grippe. Il faut penser à se protéger. On en parle tout de suite après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rojas. Ce soir, à Nathan Parle, je reçois Julie Fortin, organisatrice professionnelle, qui va nous aider avec nos systèmes d'organisation de la maison. Nathan Parle, exceptionnellement mercredi 23h sur TV Rogers. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite. Puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider ou n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On est en plein dans la semaine du souvenir, ça s'en vient. Et puis, le Musée canadien de la guerre, je pense que vous êtes bien placé pour nous faire parcourir toute l'histoire, hein, n'est-ce pas? Effectivement. Commençons d'abord avec notre nouvelle exposition. C'est une exposition temporaire de très grande échelle et il y a un lien très direct avec le souvenir. D'accord. Le jour du souvenir, c'est le 11 novembre, qui est la dernière journée de la Première Guerre mondiale. Oui. Donc, l'armistice est déclaré à 11 h le 11 novembre. Mais comment est-ce qu'on arrive à la fin de cette guerre? Rappelons que la guerre a commencé en 1914, oui. semblait ne pas terminer, les soldats pris dans les tranchées pendant des années. Mais là, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui mène à la fin? C'est pas juste qu'on a décidé, on abandonne, on n'a plus de force. Même si c'était le cas, les deux côtés voulaient quand même gagner. Donc, il y avait... Comment est-ce qu'on arrive à la fin? Oui, okay.
Et c'est grâce à une série de campagnes, de batailles qu'on appelle maintenant les 100 derniers jours. Mais 100 jours avant le 11 novembre, on ne savait pas que ça allait durer 100 jours. Mais les Alliés ont décidé de vraiment faire une poussée stratégique pour essayer d'écraser finalement les Allemands. Alors, quand on rentre dans l'exposition, c'est comme si on rentre au début de cette période-là. On est à côté avec le corps canadien, leur commandant, Sir Arthur Currie, qui va mener ses troupes à la victoire. Oui, bien. Donc, on marche, on immerse les visiteurs dans cette histoire-là, bataille après bataille, jour après jour. On voit les pertes que les Allemands subissent ainsi que les Canadiens. On voit les décisions difficiles que doit prendre le général Currie. On vit un peu les sensations même de bataille grâce à des installations évocatrices. Donc, c'est une expérience qui est à la fois riche en objets, mais fort en expérience. OK. Je vais poser une question, mais avant de poser... je voulais poser une question, mais avant ça, vous avez parlé des 100 jours. Moi, quand j'étais en cours, je savais que la guerre avait commencé en 1914 et puis ça s'est terminé en 1918. OK, il y avait le jour du 11, ça tout le monde le sait, mais je ne savais pas pour les 100 jours spécifiques, en fait. Puis je pense que j'ai fait des recherches aujourd'hui, ça a commencé au niveau de août, je crois. C'est ça. On compte à partir du 8 août, avec le début de la première bataille au cours de cette campagne, une bataille qui aura lieu autour d'Amiens. En France. En France, oui. C'est là où se situaient les Canadiens. Il faut dire aussi que les Canadiens n'étaient pas tout seuls. Ils faisaient partie des forces alliées. Mais pour les Canadiens, cette campagne-là commence le 8 août à Amiens. Et ce n'est plus du tout une guerre dans les tranchées. La guerre change. C'est une guerre de mouvement. Alors, les visiteurs peuvent s'attendre à avoir des chars d'assaut en mouvement grâce à un partenariat que nous avons fait avec l'Office national du film du Canada. On a pu retravailler des films d'archives de cette époque qui n'ont jamais été présentés dans ce format pour voir tout justement ces chars d'assaut en action. Donc, c'est toute une différente guerre, puis c'est toute une autre expérience. Donc là, on va vraiment vivre l'expérience, comme vous avez dit, avec les chars, les bruits et tout. Ça sera projeté sur des petits écrans et puis on passe au travers. Mais c'est une présentation qui est à la fois traditionnelle, donc il y a quand même un récit, des textes qui nous racontent ce qui se passe. D'accord. Des objets qui ont un lien direct, soit une personne qui a vécu l'expérience, soit un événement qui a eu lieu à ce moment-là, ainsi que plusieurs installations multimédia sur de grands écrans et même à la fin où on raconte presque heure par heure, minute par minute, les derniers événements de la guerre. C'est projeté sur 4 écrans. C'est vraiment une expérience immersive. Et puis, en plus de tout ça, de cette expérience immersive, il y aura des textes, il y aura des affaires qu'on va voir comme des films, des mini-films, c'est bien ça? Oui. Quelle autre activité qu'il y aura? Il y aura des conversations avec des personnes, je ne sais pas. Tout au long, on a ces histoires personnelles et au milieu ou au centre de l'exposition, il y a aussi une activité qui est proposée plutôt pour les familles avec des enfants de 10 ans et plus. D'accord. Qui est un peu pour comprendre les stratégies. Comme j'ai dit, ce n'était plus une guerre des tranchées, mais une guerre de mouvement. Ah, les stratégies de guerre. Les stratégies de guerre, pour se mettre un peu dans la peau de ceux qui prenaient des décisions. Des décisions difficiles, forcément, très difficiles. Alors, c'est un jeu, c'est une activité stratégique qui est un peu ludique, mais qui aussi apprend à se mettre mieux comprendre. Oui, et puis à se mettre dans la peau. OK, d'accord. Et puis moi, j'ai dit que j'allais en parler. J'ai vu quand je visitais un peu le site, la page, il y avait eu aussi l'implication de la femme. Hein? Toujours. Les femmes ont toujours été impliquées d'une façon ou d'une autre. Oui.
dans les guerres, soit dans le fière. c'est vrai, soit dans le soutien des forces armées, spécifiquement dans le cas de la Première Guerre mondiale, on voit des femmes qui sont infirmières. Alors, elles sont juste à côté des champs de bataille, pas comme à 200 mètres, mais un peu derrière les lignes, mais qui reçoit les blessés, qui en prend soin. Plus de 3000 Canadiennes ont participé à la guerre de cette façon. Et bien sûr, on a toutes les activités sur le front domestique pour appuyer l'effort de guerre, aussi que les familles qui attendent des nouvelles de leurs proches. Oh oui. Hein. Okay. Et puis là, vous avez dit que c'est ça me tente d'aller là-bas. OK. Donc, c'est une exposition temporaire. Ça commence quand et quand est-ce que ça se termine? C'est ouvert depuis une semaine et c'est disponible, ça sera présenté jusqu'à la fin du mois de mars 2019. OK. Alors, c'est offert durant toute cette période de souvenirs ainsi qu'au mois de mars. D'accord. Merci beaucoup. On va prendre une toute petite pause. Je pense qu'on a une autre programmation dont on veut parler. Oui. OK, d'accord. On prend une toute petite pause et juste après la pause, on parle maintenant de la programmation en rapport avec le jour du souvenir. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Pas de presse ce soir. Posons nos lourds fardeaux. J'allumerai le feu. Posons nos lourds fardeaux. Je me perds dans tes yeux, scintillante passerelle me portant si haut, si haut. Au-delà de ces lourds fardeaux, au-delà de ces lourds fardeaux. Ce soir, pas besoin d'aller plus loin. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Catherine du Musée canadien de la guerre. Et puis cette fois, on va parler de la programmation qui a rapport avec le jour du souvenir. Oui. Et c'est en fait toute une semaine de programmation avec des activités qui vont plaire à tout le monde. OK. Donc, il n'y a pas vraiment de préférence d'âge. Tout le monde est invité. Bien, en fait, tout le monde est invité pour toutes les activités, mais on a des activités qui sont conçues spécifiquement pour famille, autres pour adultes. Et on peut commencer avec un concert. Donc, il y aura un concert spécial présenté samedi soir, ce samedi le 3 novembre. Et c'est présenté par les Amis du Musée canadien. Donc, c'est un groupe qui soutient les activités du musée. Et c'est avec la chorale Cantata. Donc, c'est une nouvelle présentation musicale et chorale. Il y aura aussi des images multimédia. En arrière, en background? Oui, en arrière. Il y aura aussi un court discours par l'historien renommé Tim Cook, qui est historien de la Première Guerre mondiale. Et le tout, c'est vraiment dans le cadre des activités pour commémorer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Le concert s'appelle le 11e heure, bien sûr, pour faire le lien avec la fin de la guerre. C'est ça. Puis ça, c'est samedi soir. Ensuite, durant toute la semaine, si ça vous tente de venir voir l'exposition spéciale Victoire 1918 et vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qui se passe? En tout le temps, durant la semaine, dans le foyer du musée, il y a plusieurs activités interactives qui sont proposées. Sont ouvertes à tout le monde, mais qui plairont sûrement aux plus jeunes. Donc, la fameuse
fabrication de coquelicots. Oh, ils sont vraiment très beaux. On a des coquelicots qui sont en feutre, mais on peut en fabriquer au musée. Il y aura aussi une activité interactive qui invite les visiteurs à faire des connexions entre eux-mêmes et les choses dont ils s'en souviennent. Et c'est une installation quasiment d'art. Et les visiteurs vont tisser des liens avec de la laine et des histoires pour créer un coquelicot. Alors, c'est la première fois qu'on essaye ça, mais c'est vraiment pour illustrer de façon créative quels sont les liens entre nous aujourd'hui et peut-être les guerres du passé ou les membres de nos familles dont laquelle on s'en souvient. Alors ça, c'est presque en tout le temps durant les heures d'ouverture du musée. Mais passons à mercredi. Mercredi le 7... Je pense qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Oui. Mercredi le 7 novembre, on est très fiers d'avoir un partenariat avec l'ambassade de la France. D'accord. Et c'est un partenariat avec l'ambassade ainsi que lycée Claudel et le département de philosophie de l'Université d'Ottawa. Il y aura une conférence. Je sens que c'est la première fois qu'il y a un partenariat. Oui, c'est tout un plaisir de travailler avec eux pour présenter quelque chose de, je crois, extraordinaire. Donc, on a invité 2 conférenciers. Un qui s'appelle Jérôme Ferrari, c'est un auteur, un philosophe de la France. Ainsi que un philosophe québécois ou canadien-français, Yves Gingras. Et tous les deux vont avoir une conversation plutôt philosophique sur science et paix. Est-ce que la science est au service de la paix? Des réflexions sur comment est-ce que la science a été impliquée dans la guerre. Et le tout aura lieu dans la Galerie Le Breton. Donc, ils seront installés parmi nos véhicules d'histoire militaire, les chars d'assaut. Pour le décor, ça va. Oui, ayant cette conversation, des réflexions sur la science et la paix. Et c'est une activité qui est gratuite. Et c'est en soirée, ça commence à 17h30. Donc, tout de suite après le travail, on vous invite de venir profiter de cet échange. Jeudi. Je pense que les derniers jours sont les meilleurs. Alors, jeudi, le musée a des heures d'ouverture prolongées et après 17 heures, le musée est gratuit. Donc, on peut visiter les expositions gratuitement, y compris l'exposition temporaire. Et pour la première fois, nous offrons de la programmation spéciale pour les groupes de jeunes, les scouts, les louveteaux, les guides, les Jeannettes, Étincelles. Tous sont invités à venir profiter d'activités conçues spécialement pour eux. Quel genre d'activité? On aura une lecture par un auteur qui s'appelle Jack Goldstein. C'est l'illustrateur de la magazine bien aimée Les Débrouillards. Donc, c'est son style, mais il a écrit et illustré un livre pour jeunes qui raconte les expériences de guerre de 2 amis, Jules et Jim. Et je dis pas la fin de l'histoire, mais la fin de l'histoire se termine autour du jour du souvenir, l'armistice à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc voilà le lien. C'est le livre, oui. Oui. Jules et Jim. Je vais le montrer à la caméra. Puis c'est vraiment une très belle introduction à la guerre, les coups aussi. Donc, tu sais, c'est pas... Il y a d'éléments de perte, de sacrifice, et on apprend un peu mieux sur les origines de Le Jour du souvenir, de la perspective de 2 jeunes amis qui se retrouvent au centre de cette guerre. Et tout ça, c'est gratuit aussi et c'est ouvert aux familles. J'ai mentionné que c'est pour les groupes organisés, mais bien sûr, les familles sont invitées. Il y aura un échange de monnaie avec la monnaie royale. Vraiment... Plein d'activités. Super. Où est-ce qu'on peut revoir toutes les informations pour ça, participer à telle ou telle activité? Juste sur le site web? Pour les billets aussi? La plupart de nos activités sont offertes gratuitement avec les droits d'entrée. Le concert disponible sur notre site web, les billets sont achetés à l'avance, mais il y a un lien direct à la billetterie sur le site web. Et je devrais aussi mentionner
que le 11 novembre, bien sûr, c'est le jour du souvenir même et le musée a toutes sortes de programmations au cours de toute la journée longue et on vous invite à venir. Merci beaucoup, Catherine. Ça m'a fait plaisir. Si vous êtes tenté par l'histoire, si vous avez envie de voyager dans le temps et puis voir comment tout ça s'est passé, vous êtes invité à aller visiter le www.museedelaguerre.ca pour vous informer sur les activités et y participer. On prend une toute petite pause et juste après la pause, on parle de comment se protéger contre la grippe. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'aime tout comme un sucre à la crème, sans ni peine et sans détour, ma langue te savoure. Ne me retiens pas de ces doux moments de soie. Te déguster, toi, ma bouche est tendre qui fait fondre mon émoi. J'aime prendre mon sucre à la crème, avec un café ou même tout nu sur mon haleine. Retiens pas de ces doux moments de soie. Te déguster, toi, ma bouche est tendre qui fait fondre mon émoi. J'aime prendre mon sucre à la crème, avec un café ou même tout nu sur mon haleine. Préparer un plat rectangulaire de Pyrex en le graissant et le tapissant d'un papier parchemin. Dans un chaudron, mélangez la crème, le beurre, le sucre et chauffez jusqu'à ce que ça bouillisse. Baissez le feu à moyen, 6 minutes exactement. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, c'est le temps de la grippe et moi aussi j'ai mes narines qui me démangent depuis ce matin. J'ai avec moi des représentants de l'hôpital Montfort. Martin, toi tu es dans la communication. Oui, exactement, je suis conseiller en communication. Et puis t'es pas grippé, non? Non. Donc, okay. Pas du et tout. puis on a une pharmacienne aussi qui est avec nous. Ben, là, j'ai beaucoup de questions pour toi. Tout de suite, pour commencer, je veux juste qu'on fasse un peu la différence entre un virus et une bactérie. Je pense que c'est un bon moment de l'année de faire cette différence-là. Beaucoup de gens vont mélanger bactéries, virus. C'est deux microbes différents. Fait qu'on va les traiter de façon différente. Les bactéries vont faire les infections bactériennes qu'on voit fréquemment. Puis les virus, mais c'est toutes les autres infections qu'on voit dans la saison de la grippe et du rhume. Ce sont des virus principalement qu'on voit. Donc c'est vraiment un bon moment de faire la différence entre les deux. Donc c'est un virus à bannir. D'accord. Et voilà, on parle de grippe, mais il faut vraiment faire la différence entre être enrhumé et être grippé, hein? Oui, fait qu'il y a une bonne différence entre les deux. Puis je pense que tout le monde peut dire qu'on a eu une fois dans notre vie un rhume. Les éternuements, la toux, on se sent un peu amoché, mais on n'est quand même pas si mal. Ça, c'est le rhume. Ça, c'est plus le rhume. OK. Les gens qui ont eu la grippe vont s'en souvenir. Exactement, c'est ce qu'on dit. La grippe est vraiment une infection beaucoup plus sévère et qui dure beaucoup plus longtemps. On parle de 5 à 10 jours, là, puis 5 étant le meilleur des cas. Là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui dure longtemps, mais qui ne ressemble pas nécessairement au rhume au niveau des symptômes. Donc, on ne parlera pas d'écoulement nasal autant, beaucoup moins de mucus. Ce qui distingue vraiment la grippe, c'est la fatigue, les maux de tête. On va être vraiment exténué pendant au moins une semaine. Donc, on va être vraiment au lit, comme on a tendance à dire. Donc, c'est vraiment deux problèmes différents. Et c'est pour ça que, comme Christine vient de dire, que les gens qui ont déjà eu la vraie grippe, s'en souviennent. S'en souviennent. Fait que dans le fond, les mots-clés là-dedans, là, c'est plus sévère, c'est plus intense, on est plus fatigué, on va avoir plus de fièvre. Les gens vont être très, très affaiblis par la grippe. Donc, c'est la grippe, en fait, c'est le rhume multiplié par 2. On peut dire ça, mais c'est vraiment plus sévère. Et ce dont moi je me rappelle, c'est que la grippe, ça donne aussi l'angine. Ça vient ensemble, comme le mal de gorge. On peut avoir mal aux gorges avec un rhume ou une grippe. OK. Fait que dans le fond, c'est tous des virus différents. Fait que quand on parle de grippe, on parle du virus de l'influenza. Okay. Ça, c'est la même chose. J'avais toujours l'impression que ça venait ensemble parce que quand je me sens mal, j'ai souvent un chat dans la gorge.
Puis les symptômes vont se ressembler par rapport au mal de gorge, mais... Oui, mais en fait, le mal de gorge, c'est un des symptômes qui est commun au rhume et à la grippe. C'est probablement celui qui se répète le plus dans les deux. Et comme Christine disait, la grippe et l'influenza, c'est la même chose. Donc, ce sont des synonymes, tandis que le rhume est causé par un tout autre virus qui n'est pas l'influenza. D'accord. Donc, là, maintenant, je veux qu'on revienne encore spécifiquement sur les symptômes de la grippe. Donc, une double fatigue, beaucoup plus de fatigue. La fatigue, c'est un que les gens vont vraiment noter. La fièvre, les malaises, les douleurs musculaires, avoir mal aux muscles, dire j'ai mal partout. Vraiment, ça, c'est quelque chose que les gens vont noter. Être fatigué, ça, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, la fièvre. Au niveau des symptômes respiratoires, c'est assez... Les narines bouchées? C'est moins... Il y a moins d'éternuement, puis tout, mais c'est possible parce que c'est des virus qui se ressemblent. Ça peut arriver avec la grippe, justement, les écoulements nasales, la congestion et tout ça, mais c'est beaucoup moins fréquent, tandis qu'avec le rhume, c'est presque automatique. C'est-à-dire qu'un rhume, là, on mouche, on est congestionné, on a une toux souvent accompagnée de mucus, tandis qu'avec la grippe, c'est pas le cas. La toux va être sèche, donc presque pas de mucus, et les symptômes au niveau du nez sont possibles, mais peu fréquents. Quelles sont les personnes qui sont beaucoup plus, je veux dire, vulnérables pour la grippe? Pour la grippe, tout le monde est à risque d'avoir la grippe. Ça, c'est le premier message. Fait que tout le monde peut attraper la grippe. Il y a des gens qui sont plus à risque. Fait que quand on parle des gens plus à risque, on parle des enfants. En général, les bébés, les jeunes enfants et les personnes âgées de plus de 65 ans, par exemple, sont plus à risque. Les gens qui ont des maladies chroniques aussi ou qui ont un système qui est un petit peu... qui a moins de défense. Les gens qui ont moins de système immunitaire seraient plus à risque. Maladies chroniques, on parle de maladies cardiaques, des maladies respiratoires qui vont les mettre plus à risque d'avoir la grippe, mais aussi plus à risque d'avoir les complications dangereuses de la grippe. Est-ce que c'est parce que comment je vais appeler ça, je suis pas médecin là, mais leur organisme ou en tout cas, leur système vital est pas préparé à affronter quelque chose comme la grippe, comme les bébés par exemple? Notre système immunitaire, c'est ça, le système immunitaire, c'est ce mot-là. Nos défenses naturelles sont différentes. Fait que naturellement, un bébé est en développement de ses défenses naturelles. Une personne âgée de plus de 65 ans peut avoir un peu moins de défense immunitaire, défense naturelle. Une personne qui a des maladies chroniques, elle peut avoir aussi plus de complications parce que son corps, s'il y a eu des problèmes cardiaques ou respiratoires, mais les complications de la grippe pourraient être plus sérieuses pour ces gens-là. OK. Je sais qu'on va parler de comment se protéger dans le deuxième bloc après la pause, mais juste pas par rapport à comment on fait pour se protéger, dont on va parler tantôt, mais juste quand on commence à sentir des symptômes c'est la grippe, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire à la maison, peut-être prendre du jus d'orange, quelque chose qui pourrait nous remonter du coup, ou ça va vraiment se déclencher, même si on fait des efforts? Mais c'est sûr qu'un mode de vie sain, des bonnes habitudes de vie, bien s'alimenter, bien dormir, faire de l'exercice, ça sert à mettre les chances de notre côté. Donc c'est sûr que si on est en bonne santé, on est mieux préparé, si on veut, à l'affronter. Mais une fois qu'on a contracté le virus, on est fait. On l'a attrapé et on va probablement en avoir les symptômes. La littérature nous dit qu'on peut être contagieux une journée avant de ressentir les symptômes, donc sans même le savoir, et jusqu'à 5 jours après avoir terminé les symptômes. Donc, on peut quand même transmettre le virus dans cette journée-là avant et dans ces 5 journées-là ensuite. Donc, spécifiquement pour la grippe, là, dans ce cas-là. Mais c'est sûr que des bonnes habitudes de vie contribuent à mieux se défendre contre une panoplie de problèmes, incluant la grippe, le rhume. Mais une fois qu'on a contracté le virus, on l'a contracté. Donc, d'où l'importance de bien s'en protéger, là, comme on va discuter tout à l'heure. D'accord, OK. Donc, on va prendre la pause maintenant. Et puis, je suis prête pour la protection. Juste après la pause, on parle de comment se protéger contre la grippe. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Quand est-ce que le cycle va chanter? Et dans combien de murs de suite on va se planter? Et c'est le désert au parterre. La grosse femme s'époumonne et refuse de se taire. Vents illusoires.
de non-retour. Les doigts dans le tordeur, la tête dans un étau. Apprendre de ses erreurs ou tomber dans le panneau une fois de trop. Vent du rêve, pas de la déprime. En gros plan ralenti, comme dans les tu peux faire ton cinéma. Dis-toi que la vérité, elle te ment. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on sait comment on peut contracter la grippe, on sait quand est-ce que ça commence. Maintenant, on va parler de comment se protéger contre la grippe. Ok. Je pense qu'il y a des trucs qu'on peut faire à la maison, comme j'en parlais, peut-être le jus d'orange, se reposer. Il y a d'autres affaires qu'on peut faire. Mais comme on disait avant la pause, c'est sûr que des saines habitudes de vie contribuent là, à mettre les chances de notre côté. Mais ce qu'il faut se rappeler aussi, qui est très important, c'est de se laver les mains constamment. C'est sûr qu'il y a des moments clés, là, donc avant et après avoir été à la salle de bain, avant et après avoir mangé, la préparation de la nourriture, c'est sûr. Et on peut utiliser le fameux Purell. Ah, c'est pour moi? C'est pour vous. Merci, je suis gâtée. Donc, c'est une alternative là, au lavage des mains, donc ça peut nous dépanner. Oui, on peut ça, on l'utilise tout le temps dans le sac à main. C'est exactement ça. C'est ça l'idée, c'est que c'est plus pratique pour les moments où on n'a pas nécessairement accès à une salle de bain pour se laver les mains. Mais c'est plus important de se laver les mains que d'utiliser ce genre de produit? Ou... Si on a accès à de l'eau puis du savon, c'est préférable de le faire avec un bon lavage des mains. J'ai une amie qui ne se lave pas les mains, elle prend juste ça et puis elle commence à manger. Je lui dis, mais c'est une alternative. C'est mieux de prendre le Purell que de ne rien faire. Mais comme Christine disait, c'est sûr que le vrai lavage des mains avec de l'eau et du savon pendant... plus que quelques secondes là, pour bien prendre le temps de frotter. Oui, donc c'est sûr que c'est l'idéal. Mais bon, les produits à base d'alcool sont une alternative. D'accord. Donc c'est une des façons d'éviter de contracter le virus, c'est-à-dire si on l'a sur les mains et on mange, on peut... Il faut qu'on le montre, il faut bien laver, surtout pour les plus petits, là. Il faut bien laver les mains. Et entre les doigts, sur le dessus, jusqu'au poignet certains. Wow, OK. Donc vraiment, toute la surface de la main qui est en contact avec... Mon père, quand il se lave les mains tout le temps, il arrive jusque-là. J'ai jamais compris pourquoi. Donc, c'est sûr que le plus propre on est, le mieux protégé on va être au niveau des mains pour attraper les microbes. Mais c'est sûr que la façon de se protéger contre la grippe, définitivement, c'est de recevoir le vaccin qui protège contre la grippe, qui est vraiment le moyen privilégié, le meilleur moyen de s'en protéger et qui va nous protéger pour tout l'hiver. Pour tout l'hiver, OK. Donc, le vaccin, à quel moment qu'on est censé le faire? On est déjà dans la période, le vaccin est déjà disponible en communauté. Ça commence vers la fin du mois d'octobre habituellement, c'est débuté depuis une semaine ou deux. Et justement, on recommande aux gens de le recevoir le plus tôt possible pendant la saison, même s'il est disponible tout l'hiver, parce qu'il y a un délai de 2 semaines avant d'être complètement protégé par le vaccin. Et donc, le plus tôt, le mieux, parce qu'il y a déjà de la grippe en circulation en ce moment-ci. Dans les bus, là, les transports en commun, ça éternue partout. On ne sait pas si c'est la grippe ou le rhume. Il faut faire attention, moi, je dis. Exactement. Et comme on dit, les gens qui éternuent, on a parlé du lavage des mains, mais dans le fond, le virus de l'influenza, la grippe, c'est par les gouttelettes, les sécrétions qu'on l'attrape. Fait que dans le fond, une des façons aussi de se protéger, c'est de vraiment essayer de tousser à un endroit où qu'on ne va pas toucher nos mains. Lorsque nos mains, on a touché, on essaie d'éviter de toucher nos yeux, notre nez, notre bouche, puis de toucher les surfaces. Ça peut être disponible, ça peut être sur les surfaces pendant jusqu'à 2 jours. Fait que le lavage des mains, encore une fois, c'est primordial. Puis la vaccination, c'est notre meilleur moyen de prévention. Qui peut recevoir le vaccin, et qui ne peut pas? Mais c'est recommandé à tous. Donc, tous les gens peuvent recevoir le vaccin, sauf certaines personnes qui vont avoir des raisons de ne pas le recevoir. Est-ce que c'est un vaccin actif?
C'est un vaccin inactivé, ça veut dire mort. Ce sont des particules de vaccin qui sont pas vivantes. C'est pas... Les gens vont nous dire fréquemment, le vaccin m'a donné la grippe. C'est impossible. Mais ça, je pense qu'on va en parler parce qu'il oui. y a plein d'affaires qui entourent le vaccin, fait qu'il y en a qui refusent de se faire vacciner. Il y a énormément de mythes qu'on entend sur la vaccination. Un qu'on vient de dire, c'est le vaccin m'a donné la grippe. Fait que deux choses par rapport à ça, c'est que le vaccin, il est inactivé. Donc, il peut pas se réveiller dans notre corps puis nous donner la grippe. Puis l'autre chose, c'est que ça prend 2 semaines avant que le vaccin fonctionne. Donc, si j'ai eu mon vaccin aujourd'hui, mais j'ai touché la poignée de la porte puis j'ai attrapé la grippe, mon vaccin, il n'est pas capable de me protéger tout de suite. Donc, les gens vont dire, j'ai attrapé la grippe une semaine après. Donc, d'où l'importance de le recevoir tôt pour que quand la majorité de la grippe est en circulation, plus tard à l'automne et à l'hiver, on est déjà protégé. Je vais revenir encore sur ça parce qu'il y a certaines personnes qui sont, je vais dire, qui ont des réactions bizarres. Mais il y a des effets secondaires qui sont possibles, c'est sûr. La majorité des gens qui reçoivent le vaccin n'ont pas d'effets secondaires. Pour la majorité des gens, ça va bien. Est-ce que vous faites un checking de... La vaccination, du moment où on prépare le virus jusqu'au moment où on les donne aux gens, il y a un excellent système de sécurité puis de vérification. Fait que oui, on regarde pour des effets indésirables, tout est bien documenté. Donc, on fait des bons suivis là, au niveau de toute la vaccination. Mais pour les effets secondaires, comme Martin le disait, la majorité des gens ils vont avoir des effets qui sont assez bénins, assez... par exemple, on veut stimuler le système de réponse pour se défendre, fait qu'il va y avoir des réactions au site, les gens vont avoir de la douleur, peut-être un peu de malaise au niveau des muscles pendant une journée. Ah oui, mais ça me rappelle un vaccin qu'on fait souvent quand tu dois voyager, qui fait... Je sais plus c'est lequel, c'est la typhoïde? Il y a plusieurs vaccins qui vont faire mal aux muscles. C'est ça, le principe du vaccin est relativement le même pour plusieurs d'entre eux. Donc, c'est justement de stimuler le système immunitaire et donc d'apprendre au corps à se défendre contre ce virus-là. Donc, on va lui donner un petit morceau du virus inoffensif pour dire reconnais ça la prochaine fois et défends-toi. Et donc, c'est sûr que le corps va réagir au moment du vaccin. Comme on disait, pour la majorité des gens, ça se passe bien. C'est sûr qu'on a une petite raideur au niveau du site de l'injection où on a reçu le vaccin. On peut avoir un petit peu de fièvre, un petit peu les ganglions là, qui sont un petit peu tendus. Mais c'est pas des effets secondaires qui sont dangereux pour la grande majorité des gens. Et les effets secondaires qui peuvent être plus graves sont incroyablement rares. Et à chaque fois qu'on administre un vaccin, le professionnel de la santé, que ce soit une infirmière, un médecin, un pharmacien, qui le donne, passe à travers un questionnaire avec la personne qui le reçoit et identifie les facteurs de risque définitivement pour éviter toute situation néfaste. Puis comme Martin le dit, les conséquences puis les complications de la grippe sont beaucoup plus fréquentes et sévères que les conséquences et les effets secondaires du vaccin. En sachant tout ça, puis que c'est notre meilleur moyen de se protéger, mais en fait, c'est bon de poser les questions à notre professionnel de la santé pour au moins considérer la vaccination. Surtout les gens à risque, mais aussi toutes les autres personnes qui sont pas à risque, mais qui sont aussi en contact avec nos jeunes enfants, nos personnes âgées, moi, ma famille, etc. Donc, tous ces gens-là, si on veut les protéger, c'est pas juste pour nous protéger nous, mais c'est pour protéger nos communautés, nos familles aussi. Parce qu'en étant protégé, on peut éviter de transmettre aussi le virus. Comme on disait tout à l'heure, on peut être contagieux une journée avant, 5 jours après. Et puis le virus, comme vous avez dit, il peut rester sur les surfaces. C'est 2 jours, non? On a dit jusqu'à 2 jours. Oui, dépendant des surfaces, exactement. Puis, ce qu'on connaît aussi du vaccin, c'est que souvent les gens vont dire « Ah, le vaccin, il n'est pas efficace. C'est pour ça que cette année, je ne veux pas me faire vacciner. » En fait, ce qu'on sait, c'est qu'à chaque année, on regarde quel type de grippe qu'on a en circulation, qu'on essaye de prédire un peu d'avance. Fait que c'est sûr qu'on ne prédit pas à 100 % puis que les vaccins ne sont pas à 100 % efficaces. Mais si on a la grippe, on a 100 % de chance d'être malade. Et quel genre de grippe prévaut actuellement? Fait que présentement, ce qu'on commence à voir a l'air d'être similaire à ce qu'on a dans le vaccin. Fait que c'est sûr que c'est toutes des prédictions, donc on ne peut pas nécessairement dire à 100 % qu'est-ce qu'on a comme couverture cette année, mais ça semble être un bon match, comme on dit. Puis ce qu'on sait, c'est que si on a la vaccination, on diminue les chances d'aller voir notre médecin, on diminue nos chances d'être hospitalisé à l'hôpital, d'avoir des complications, puis même on diminue nos chances de décès.
de décès. Fait que parce que la grippe, encore de nos jours, la grippe est associée à un risque de décès. Wow. Les gens pensent que c'est pas aussi fréquent que tantôt on parlait de l'histoire. Oui, mais quand même, ça fait comme un boom parce que la grippe, je me dis, c'est passager. Et puis... Mais c'est un peu un autre mythe, c'est la grippe, ça rend pas tellement malade. Mais encore de nos jours, la grippe peut mener à un décès. Puis encore de nos jours, c'est pas juste les enfants puis les personnes âgées, mais toute personne, même en santé, est pas à l'abri d'attraper la grippe. En fait, souvent, ce qui va se produire, c'est qu'on va, au moment où il y a un décès, c'est que ça va être suite à des complications de la grippe. Peut-être maltraité, ou des personnes qui sont plus vulnérables ou qui ont développé une autre condition, étant donné qu'ils sont déjà affaiblis par la grippe. Donc, exactement. Fait que dans le fond, on le sait que la grippe, ça peut nous rendre malades, puis on sait que le vaccin, ça peut nous aider à au moins diminuer les symptômes de la grippe, diminuer la durée de la grippe. Donc, ça peut être une bonne protection à considérer. Actuellement, où et quand est-ce qu'on peut recevoir le vaccin? Je sais qu'on l'a redit, mais ce serait préférable de le redire encore une fois. Oui, absolument. Définitivement, les professionnels de la santé, donc vos médecins de famille, dans la majorité des pharmacies, on peut le recevoir aussi. Les patients qui seraient hospitalisés peuvent le recevoir au moment où ils sont à l'hôpital. Et il y a aussi plusieurs dates de clinique pour la population en général. Sur le site de Santé publique Ottawa. Et à Montfort, justement, c'est le 13 novembre, donc dans une dizaine de jours. Et donc, on invite la population, justement, qui sont près de l'hôpital Montfort ou qui sont notre clientèle habituelle, à se joindre à nous le 13 novembre. Super. Et sinon, sur le site de Santé publique. On va prendre une toute petite pause. Merci beaucoup. On prend une toute petite pause. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je vous ai dit tantôt, on parle de relations amoureuses aujourd'hui, mais plus spécifiquement de deux termes différents. Et avec moi, j'ai Véronique, qui est notaire. Et le nom de famille, c'est Semexan, c'est ça? Je le dis bien? Oui. OK, vous êtes notaire. Comme je vous le demandais tantôt, ça prend combien de temps pour faire du notariat? En fait, ça prend un bac ou une licence en droit. Et après ça, vous allez faire une maîtrise en droit maintenant. Il se donne à plusieurs universités, dont l'Université d'Ottawa. OK. Et puis, après, faites un stage de 4 mois et vous êtes reçu notaire quelques mois après. Wow, super. Et puis aujourd'hui, on va parler de deux termes, comme je disais, et conjoint de fait et conjoint marié. Les différences Ontario, Québec, c'est bien ça? C'est bien ça. Je commence déjà avec les conjoints de fait parce qu'on en retrouve beaucoup. Alors, c'est quoi un conjoint, des conjoints de fait? En fait, des conjoints de fait, ce sont deux personnes qui décident de vivre maritalement. Donc, ils ont la même adresse et puis, s'ils ont un enfant commun, il y a des similitudes, que ce soit en Ontario et au Québec par rapport à ça, sur le fait qu'on peut se déclarer conjoint. Donc, on pourrait décider, dès qu'on commence à habiter ensemble, de se déclarer conjoint, mais généralement, c'est une question de fait. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que si on passe 1 an de vie commune et qu'on a un enfant né de cette union, nous sommes automatiquement conjoints de fait. Si on passe 3 ans de vie commune et qu'on n'a pas d'enfant né de notre union, on est aussi conjoint de fait.
Les différences, c'est plutôt au niveau légal. Quel est le tissu de protection juridique qui entoure cette union? Donc, au point de vue, nos collègues qui habitent... nos habitants de l'Ontario sont beaucoup mieux protégés que les habitants du Québec. J'explique. Au Québec, dans le fond, le conjoint de fait n'a pas de reconnaissance au niveau de la succession. En cas de séparation, on ne partage pas les biens accumulés. Bon, on peut partager ce qu'on a acquis en commun, mais si par exemple l'autre avait une maison et puis qu'on a contribué à la maison, il va falloir que ça va être plus de la négociation pour savoir comment récupérer cet argent-là. Donc pour les conjoints de fait, il y a on pourrait faire des contrats de vie commune, des conventions, des contrats dans de vie commune comme en Ontario et au Québec, c'est pareil ou c'est pas pareil. C'est juste au Québec, parce qu'au Québec, comme il n'y a pas de protection juridique, c'est-à-dire que si on se sépare, disons, Madame A habite avec Monsieur B. Ils ont des enfants, et puis finalement, le troisième enfant a des problèmes, et puis on décide que Madame A va rester à la maison s'occuper des enfants. On se sépare. Tous les enfants sont égaux en droit, donc les enfants vont avoir la pension alimentaire du papa, si c'est lui qui travaille et qui a le meilleur revenu. Par contre, au Québec, la conjointe de fait ne pourra pas réclamer de pension alimentaire à moins de cette prévalue d'un contrat de vie commune dans lequel on a prévu cette protection-là pour elle. Par contre, en Ontario, c'est un autre paire de manches. En Ontario, vous avez une protection en equity. Donc, équité. En équité, OK. Donc, le conjoint de fait aura des protections par rapport... il pourrait récupérer de l'argent sur la maison, même s'il n'a qu'un qui en est propriétaire, pourrait réclamer une pension alimentaire sans avoir établi, comme au Québec, sans avoir établi un contrat de... Sans avoir fait préalablement un contrat. Donc, il va pouvoir réclamer des parts dans les fonds de pension, les REER, CPP, donc ce qui n'existe pas au Québec. Au Québec, pour pouvoir l'avoir, il faut absolument cette prévalue d'un contrat. Donc, c'est beaucoup moins drôle que la personne avant. Non, mais c'est ça. Et puis, mais là, c'est beaucoup moins drôle, mais c'est très, très instructif parce que là, je me dis, moi, dans mon entendement, conjoint de fait, on habite ensemble, juste ça. Mais avec les enfants et sans les enfants, on va dire avec les enfants, ça change quelque chose quand même. Oui, ça change quelque chose parce que, par exemple, on remarque au Québec qu'il y a un appauvrissement des conjoints de fait après une séparation du fait qu'on ne puisse pas réclamer une pension alimentaire. Je ne veux pas faire de droit là-dessus, c'est les gouvernements qui doivent intervenir. Par contre, il faut, comme notaire, comme juriste, il est important d'informer nos clients là-dessus. C'est certain que pour le tissu de protection complet pour les conjoints de fait en Ontario, je vous invite à aller consulter votre avocat ontarien qui va pouvoir vous éclairer, savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que des fois, les gens ne vont pas se déclarer conjoints de fait. Parce qu'on s'aime, on vit juste l'instant présent. C'est ça. Mais il y a quand même des présomptions qui existent. Si vous mettez dans votre déclaration d'impôt, il y a des petites cases célibataire, conjoint de fait, marié. Donc, au fond, si par exemple, tous les deux, vous avez coché lorsque vous avez fait votre rapport d'impôt conjoint de fait, il va y avoir une présomption que vous êtes déclaré comme conjoint de fait. C'est sûr qu'au niveau du Québec, il n'y a pas de protection successorale, mais il y a parce que le conjoint de fait n'hérite pas non plus. Donc, votre conjoint de fait, vous êtes là ensemble 25 ans, il décède, vous aviez eu 3 enfants, les enfants vont hériter. Vous n'avez pas eu d'enfants, ça va être les parents s'ils sont encore en vie. Et s'il n'y a pas de parents, ça va être les collatéraux, donc les frères et sœurs. Donc, vous pouvez voir ce que vous avez aidé à bâtir, aller à quelqu'un d'autre. OK, d'accord. Là, maintenant, on va parler des conjoints mariés parce que je pense qu'eux, ils sont beaucoup plus protégés parce qu'ils sont déclarés ouvertement. OK. En fait, eux, le mariage, c'est un contrat. Un contrat, oui. C'est plate quand je le dis comme ça. Hein? Mais c'est ça, c'est juste un contrat, oui. C'est un contrat dans lequel, dans le fond, les gens décident de construire ensemble un avenir et on va se donner, on aura par exemple des obligations l'un envers l'autre. Donc ces obligations-là créent par exemple, au Québec va avoir un patrimoine familial. L'Ontario ne définit pas nécessairement le mot patrimoine familial, mais on partage tout. Donc ça revient à dire que ce qu'on acquiert pendant le mariage, on le partage.
sauf exception. Donc là, pour le Québécois, ce qu'on acquiert pendant le mariage et qu'on utilise pour la famille, il y a une protection qui s'appelle le patrimoine familial. Donc ça, ce sont résidences, voitures, REER et fonds de pension. Donc quand je dis résidence, ce sont les résidences acquises et utilisées pour la famille. Okay. Donc, quelqu'un qui aurait un business d'acheter des maisons, c'est pas le même régime de protection pour ces résidences-là. Il va y avoir des partages, mais il se peut qu'il y ait pas tout qui se partage. Mais pour les gens mariés, quand même, vous voyez que le tissu de protection sociale est plus grand. Oui. Donc, le conjoint marié peut réclamer une pension alimentaire. Donc, notre Madame A et notre Monsieur B tout à l'heure, ils se séparent. Madame est restée 15 ans avec les enfants, aura droit à une pension alimentaire. Madame a travaillé dans l'entreprise familiale sans être rémunérée. On pourra aller jusqu'à calculer une prestation compensatoire, c'est-à-dire lui payer un montant forfaitaire pour le fruit de ce travail-là. Parce que dans le fond, elle a fait croître l'entreprise, mais en contrepartie, on ne l'a pas payé pour pouvoir comme réutiliser ces revenus-là. Et on s'est dit, ben, on a toutes sortes de raisons. Donc, les gens, quand ils décident, ben, c'est en accord. Quand ils se séparent, c'est pour autre chose. OK. D'accord. Ben, là, merci. Je vais faire un récap de tout ce que j'ai compris parce que c'est plein de termes. Conjoint de fait, conjoint marié. Le conjoint marié a des devoirs, obligations et plein d'autres affaires. Conjoint de fait, il faut passer par des contrats pour pouvoir avoir ces devoirs et obligations-là quelque part. C'est bien ça? Surtout au Québec. Surtout au Québec. En Ontario, vous n'avez pas besoin de contrat. C'est une question de fait. Et là, par exemple, je fais de la médiation familiale. J'ai eu l'occasion de rencontrer des couples qui se sont séparés, qui étaient des résidents de l'Ontario, qui sont devenus des résidents du Québec et qui se sont séparés alors qu'ils habitaient en Ontario. Et il y avait prévu dans leur entente des pensions alimentaires pour ex-conjoints. Il y avait prévu, par exemple, toutes sortes de supports. Il y avait une prestation compensatoire qui avait été calculée. Madame était restée sur les... avait pu bénéficier des assurances de son conjoint qui étaient plus avantageuses. Donc, il y a des choses. Pour le Québécois, il faut prévoir un contrat. J'aimerais bien vous revoir encore pour parler de tout ça et puis d'autres sujets. Est-ce que ça vous convient? Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, Véronique. Alors... avec toutes ces informations-là, si vous pouvez revoir l'émission pour avoir ces informations, vous pouvez aussi aller regarder, voir votre notaire et plein d'autres affaires dans le genre. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, apprêtez vos pinceaux, vos fonds de teint et puis vos mascaras parce qu'on parle maquillage. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. À Ma vie, mon assiette, cette semaine, nous rencontrons Josée Cyr, une blogueuse végétalienne, et nous préparons des doigts de tofu avec Caroline. Ma vie, mon assiette, vendredi 20h sur TV Rogers. À la prochaine émission, je rencontre Nathalie Martin-Vallière, une ancienne fonctionnaire devenue entrepreneur. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'étais tout à l'heure avec
Les représentants de l'hôpital Montfort ont parlé du vaccin contre la grippe et il n'y a pas vraiment de conséquences à faire ce vaccin-là. On vous encourage vraiment à le faire et puis vous pouvez visiter le www.spo.ca pour voir exactement où est-ce que vous pouvez vous procurer le vaccin et puis vous faire vacciner contre la grippe parce que ça s'en vient. Moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. Demain à l'émission, on aura plein de surprises pour vous. Entre autres, on reçoit l'auteur-compositeur Abel Maxwell qui viendra nous faire découvrir son nouveau tube. Et ensuite, si vous avez du mal à perdre du poids comme moi, je vous invite à regarder notre émission demain sur le Facebook Live parce que Lise Hamilton Carrière sera aussi avec nous pour nous donner des astuces et plein d'autres affaires. N'oubliez pas que ce week-end, il y a aussi les journées portes ouvertes qui commencent à la Cité le 2 et le 3 novembre. Donc, courez à la Cité et puis visitez tous les programmes qu'ils ont à vous offrir. Moi, j'ai eu le plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On se voit demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Je suis vraiment reconnaissante aux anciens combattants qui ont créé les amputés de guerre puis qui ont participé à son développement puis à son essor. Une centaine d'années pour les amputés de guerre, ça veut dire beaucoup de choses. Pour moi, ça représente un peu la fraternité qu'on a entre les personnes amputées. Moi, ça m'a permis, plus jeune, de découvrir que j'étais pas la seule à être comme ça, sans un bras, une jambe. Et ils m'ont aidé évidemment à avoir mes prothèses parce que j'en ai eu beaucoup jusqu'à maintenant. Puis pour les donateurs, on doit leur dire un gros merci, évidemment. Merci de nous permettre de vivre notre vie. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.